Bon, ben, je vais y aller. Alors, bonjour à tous. Bienvenue à notre Midi de GMAP. Je me présente, Frédéric Vézina. Je suis la coordonnatrice des communications marketing chez K2 Géospatial. Alors, aujourd'hui, on va vous parler de notre nouveau modèle de données pour les actifs municipaux. On a notre VP technologie Jean-Robert et notre directeur service Adelmo avec nous. Alors, je vais vous laisser commencer. Merci Frédéric. Je vais partager mon écran. Alors, bonjour à tous. Merci d'être là aujourd'hui pour cette présentation. Je vais donc, au cours de cette présentation, je vais vous parler des modèles d'actifs municipaux dans GMAP. On va voir ce que c'est. On va parler ensuite des étapes d'implantation, comment mettre ça en production chez vous. Je vais faire quelques démonstrations et suivi d'une période de questions et réponses. Alors, la modélisation des actifs municipaux. C'est un besoin qui a été exprimé au fil des années par plusieurs clients à nous, par plusieurs utilisateurs de GMAP, d'avoir une façon de gérer des données structurées, des données d'actifs municipaux mieux organisées, mieux structurées à l'aide de GMAP. Dans nos mandats qu'on a réalisés auprès de clients municipaux québécois, on a eu à fabriquer des dictionnaires de données. Le premier est arrivé en 2018. Et tout récemment, en 2023, on a eu l'opportunité de travailler sur un projet avec la Ville d'Alma et la MRC du Fjord du Saguenay, deux projets séparés, qui nous ont demandé de livrer un contenant structuré qui est appelé à recevoir l'information d'actifs municipaux. Donc, autrement dit, une base de données modélisée, structurée pour les besoins des actifs municipaux. Et ces projets-là portaient sur trois thématiques principales: l'aqueduc, les égouts et la voirie. Ce que nos clients nous disent quand ils veulent commencer à gérer de la donnée d'actifs municipaux, à l'organiser, c'est qu'il y a souvent le syndrome de la page blanche. Les gens ne savent pas par où commencer, quels attributs on doit mettre pour une borne incendie ou une vanne ou un regard. Et c'est exactement le besoin auquel on essaie de répondre avec notre modélisation des actifs municipaux avec GMAP. Donc, on arrive aujourd'hui avec une solution intéressante de modélisation d'actifs municipaux qui inclut un dictionnaire de données multithématiques. On va voir tout à l'heure l'ensemble des thématiques et des entités qui sont inclus dans le modèle. C'est un modèle, un dictionnaire de données qui est personnalisable, qui peut être adapté à chaque besoin des municipalités. On va aussi voir qu'on peut installer facilement, produire facilement à partir du dictionnaire de données une structure physique de données basée sur l'état de l'art aujourd'hui et basée sur les recommandations du CERIU, du MTQ et des municipalités elles-mêmes. Finalement, on va voir que nos modèles de données sont accompagnés d'un projet de GMAP, un projet modèle prêt à l'utilisation avec toutes les couches d'actifs municipaux configurées dans le projet, avec la symbologie, avec les infobulles, avec les formulaires de saisie des attributs, déjà tout prêt à l'utilisation. Dans nos dictionnaires de données, on retrouve les types d'actifs suivants dans la catégorie, la thématique aqueduc, borne incendie, conduite d'eau potable, etc. On a la thématique égout avec 6 entités différentes. On a aussi la thématique voirie avec les chaussées et glissières qui sont modélisées. Et on a ajouté récemment des nouveaux types d'actifs dans la thématique parcs et espaces verts, les parcs, terrains sportifs, mobilier urbain, les arbres. Et finalement, dans la thématique signalisation, éclairage et électricité, les 5 types que vous voyez ici, panneaux de signalisation, etc. Donc, tous ces types d'actifs-là font partie des dictionnaires de données qu'on peut livrer aujourd'hui et qu'on peut implanter en termes de base de données d'actifs municipaux chez vous.
Euh, on peut voir ici un exemple à quoi ressemblent nos dictionnaires de données. Je vais vous le montrer un peu plus tard en détail dans la démonstration. Mais on peut déjà voir que l'information est organisée par type d'actif. Et pour chaque type d'actif, on a la liste des attributs avec une description, une étiquette, des domaines de valeur pour chaque type d'actif, des exemples, des types de données, etc. Donc, c'est vraiment un dictionnaire de données qui est complet, qui est très riche d'informations. Les dictionnaires de données qu'on livre aussi sont accompagnés de modèles de données conceptuels sous forme de diagrammes, comme on peut voir ici à l'écran. Je vais maintenant laisser mon collègue Adelmo vous parler des étapes d'implantation des modèles de données. Merci Jean-Robert. Bonjour tout le monde. Et dans les étapes, en tout, la première étape, c'est vraiment la personnalisation del dictionnaire de données. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est prendre notre modèle de données, notre modèle de dictionnaire, et l'adapter aux besoins du client. Qu'est-ce qu'on fait? C'est ajouter des attributs et enlever des attributs, ajouter des entités. Et c'est vraiment adapter le dictionnaire à les besoins de notre client. On passe en deuxième étape, qui c'est la génération de la base de données. Alors, à cette étape, on va produire les scripts SQL qui vont nous permettre de générer les tables dans la base de données. Là, c'est important de dire que quand on parle de base de données, on peut l'utiliser dans plusieurs types de bases de données, soit PostGIS, SQL Server, MySQL, etc. Et alors, c'est vraiment la partie où on est capable de produire les scripts SQL qui vont nous permettre de créer la base de données. On passe à la troisième étape et c'est l'inventaire et analyse des données existantes. Alors, on regarde qu'est-ce qui existe comme données actuellement et dans quel format et comment est-ce qu'on peut commencer à répondre, à envoyer l'information vers la base de données. Alors, c'est vraiment l'analyse, la compréhension de l'état actuel de la donnée pour commencer à penser à la stratégie à utiliser pour l'intégration. Là, on passe à la quatrième étape, c'est la définition de cette stratégie. Alors, là, on regarde un peu qu'est-ce qu'on va faire, quels outils on va choisir pour l'intégration. Est-ce que c'est une ETL, est-ce qu'on passe par des autres systèmes qui vont nous permettre de nourrir la base de données en fonction de toute la donnée qu'on a inventariée et analysée. Et après, c'est l'étape de charger la base de données. Alors, on applique cette stratégie, on va remplir l'information et on passe à une analyse qui est une analyse de contrôle qualité pour s'assurer que tout est bien fait, que toutes les attentes sont arrivées et que toutes les choses sont prêtes à passer en production. Si jamais il y a un problème, on peut retourner soit à l'étape d'adaptation de la stratégie ou al chargement des données. Et pour finalement passer à la partie de la mise en production. Là, on passe à utiliser Gmap comme les applications avec des formulaires, avec un projet modèle qui a des couches, avec des styles, des thématiques, et des rapports d'information qui vont permettre de consulter la donnée, l'éditer, produire, l'éditer en termes de production ou mise à jour de la donnée. Alors, en gros, ça, c'est les étapes. Jean-Robert, peux-tu, s'il te plaît, avancer une autre? Dans cet schéma, je vais expliquer un peu le diagramme, comment ça fonctionne. Alors, nous, on a une première composante qui c'est la base de données des actifs municipaux. Cette base de données, c'est un format ouvert. J'ai dit tantôt, ça peut être MySQL, ça peut être PostGIS, etc. Et ça a permis d'ouvrir une compatibilité avec plusieurs logiciels, plusieurs systèmes qui vont être capables d'éditer, consulter la donnée. On voit que les trois premières sont des produits Gmap. Alors, Gmap Survey, Gmap NG, Gmap Pro, c'est capable de déconnecter à la donnée, la consulter et aussi permettre l'addition et à partir des formulaires et à partir de toute l'infrastructure, la logistique, la structure de Gmap, les applications Gmap. Mais cette base de données peut être aussi éditée par AutoCAD, QGIS, ArcGIS. Et principalement au niveau des géométries, AutoCAD et QGIS, ArcGIS.
les formulaires dans GMAP permet vraiment la gestion des champs requis, domaines de valeur, etc. Et Jean-Robert, je te donne la parole pour la suite. Merci. Merci, Adelmo. Alors, on va passer à la partie démonstration. Alors, je vais repasser un peu à travers les étapes de mise en production de nos modèles de données et finir par une démonstration dans GMAP-NG du projet modèle pour montrer ce que ça donne au final. Donc, les dictionnaires de données sont documentés de cette manière-là. On a dans notre système de documentation, on retrouve chacun des types d'actifs. Si je prends par exemple ici la conduite d'eau potable, ben, on peut voir le nombre de champs que le modèle contient, la richesse d'information qui est là. Donc, et pour chaque champ, une description, euh, un statut, à savoir est-ce que c'est un champ qui est obligatoire, un champ qui est optionnel ou un champ qu'on ne veut pas voir dans les formulaires de GMAP. Notez que ça, c'est complètement adaptable. Ça dépend vraiment du besoin du client. Donc, on parle ici de diamètre, de longueur, d'année de construction, etc. Si je prends un autre type, par exemple, les puisards, on va retrouver un autre jeu d'attributs documentés de la même façon. Si on regarde le cas précis de la MRC du Fjord qui nous ont permis de montrer leurs données en démonstration aujourd'hui, on retrouve aussi les modèles conceptuels de données. On va retrouver aussi, en plus des tables, des types d'actifs, on va retrouver aussi des informations générales sur chaque type, sur les méthodes de production de la première version des données et sur les méthodes de mise à jour qui sont documentées directement dans le dictionnaire. Donc, une fois que le dictionnaire on s'est entendu avec le client sur les personnalisations, quels champs ils veulent enlever, quels champs ils veulent ajouter, quel domaine de valeur ils désirent modifier, bien, on va passer à l'étape suivante on va passer à l'étape de implantation de la base de données. Donc, on a développé des outils chez K2 Géospatial pour ça. On a développé une expertise et des outils. On va transposer le modèle de données personnalisé dans un document Excel, comme on voit ici. Donc là, on est sur les bornes d'incendie. Essentiellement, c'est le même contenu que le dictionnaire qu'on voyait plus tôt. On a codé les domaines de valeur, les champs, les contraintes de base de données sur les différents champs. On a aussi une section de domaines de valeur partagés entre plusieurs entités. Et au final, on a la génération automatique des requêtes SQL qui vont servir à créer le contenant. Donc, à créer la base de données, soit dans SQL Server, soit dans PostGIS, soit dans MySQL ou dans Oracle. Donc, ces requêtes-là sont vraiment générées dynamiquement à partir des informations qu'on retrouve ici dans les autres onglets. Alors, on va exécuter dans l'environnement du client ces requêtes-là pour créer la base de données. Une fois qu'elle est créée, on passe à l'étape de chargement des données. Donc, Adelmo l'a expliqué un peu tout à l'heure. Je vous montre concrètement à quoi ça ressemble. On va utiliser des outils, le plus souvent FME, pour bâtir une chaîne de commandes qui vont permettre de charger la donnée initiale qui est disponible, de la transformer et puis de la mettre dans la base de données. Donc, on part de shapefiles, de fichiers divers, de fichiers Excel,
On va utiliser ça en entrée, on va appliquer les transformations nécessaires sur les types de champs, sur la nomenclature des champs, sur les valeurs qui manquent. Et ces règles-là vont s'appliquer jusqu'à charger la base de données d'actifs. Dans le cas précis qu'on regarde présentement, on avait des boîtes de branchement et des vannes dans un même fichier. Et au final, on a deux tables dans la base de données des actifs municipaux, deux tables distinctes. Dans l'exemple suivant, c'est le contraire. On avait des regards sanitaires et des regards pluviaux qui étaient séparés. Et en exécutant la chaîne de commandes qu'on voit souvent dans FME, on voit maintenant dans FME, on va au final avoir une table dans le modèle d'actifs qui va être chargée avec les données. Donc, c'est la méthode qu'on utilise en gros pour faire le chargement de la base de données. Une fois que la base de données est chargée et que le projet modèle JMAP a été importé, on est prêt à utiliser JMAP-NG et à voir les actifs sur la carte. Donc, je vais vous faire une démonstration. Je vais utiliser pour la démonstration une application JMAP-NG de la MRC du Fjord du Saguenay avec la municipalité de Larouche. La MRC du Fjord du Saguenay a personnalisé JMAP-NG pour en faire vraiment un navigateur cartographique adapté à leurs besoins. C'est vraiment super bien ce qu'ils ont fait. On peut voir les différents groupes de couches qu'ils ont mis à l'intérieur. Et il y a notamment la couche des actifs municipaux. Alors, si je m'approche un peu, on voit la matrice graphique. Si j'allume les thématiques d'actifs municipaux, donc on peut voir, si j'ouvre un peu les groupes ici, qu'on a les puisards, les regards d'égout, les conduites d'égout. En aqueduc, on voit les vannes, les bris d'aqueduc, les bornes d'incendie, les boîtes de service, etc. On a les chaussées et les autres types d'actifs qui sont ici. Donc, ces couches-là, une fois qu'on ouvre le projet modèle de JMAP, sont déjà présentes avec la symbologie qu'on voit ici, sont déjà connectées à la base de données d'actifs municipaux. On n'a rien à faire. Et par exemple, si je clique sur une borne d'incendie, ben, l'infobulle qu'on voit ici, c'est l'infobulle qui est arrivée automatiquement avec le modèle de projet JMAP, le modèle d'actif. Évidemment, on peut le personnaliser, on peut ajouter ou enlever de l'information comme on veut, selon les besoins. Mais ça arrive déjà tout près à l'utilisation comme ça aussi. Si je regarde un regard d'égout, on va avoir de l'information aussi différente. Si je regarde une boîte de service, même chose. Et si je voulais maintenant modifier les attributs de cet objet, ben, je peux le faire avec le bouton édition ici. Et si j'ai les permissions de le faire, évidemment. Alors, je suis connecté dans le projet de Larouche avec un compte qui a le droit de modifier l'information. Donc, le bouton apparaît. Je peux modifier la géométrie, modifier les informations ou supprimer l'objet, ça selon des permissions qui sont accordées ou non. Si je vais dans modifier les informations, ben, j'arrive sur le formulaire du regard d'égout. Donc, ce formulaire-là, il est assis sur le modèle d'actif des regards d'égout tel que défini dans le dictionnaire de données. Alors, tous les champs qui sont présents dans le formulaire ici sont des champs du dictionnaire. Certains sont requis parce qu'ils sont définis comme tels dans le dictionnaire de données, comme celui-ci, propriétaire de l'actif. Tous les domaines de valeur qu'on voit ici, type de matériaux, sont aussi définis par le dictionnaire de données, type d'accès, etc. Juste enlever ça. Je ne vais pas enregistrer mes changements, bien entendu. Si je vais voir maintenant la même chose pour une
Bonne Fontaine, je vais avoir le formulaire correspondant qui va s'afficher. Encore une fois, euh, adapté, calqué directement sur le dictionnaire de données qui a été adapté selon les besoins du client. Évidemment, après le chargement initial des données, par les outils, par les stratégies qu'on a vues un peu plus tôt, tous les champs ne sont pas nécessairement remplis, disponibles. Même les champs obligatoires, comme ici, type de bande fontaine, ne sont pas remplis initialement, devront être peuplés à l'aide des formulaires dans GMAP comme ceci. Étant donné que ces champs-là sont requis, je ne peux pas fermer mon dictionnaire, fermer mon formulaire si ces champs-là ne sont pas renseignés. Donc voilà, en gros, la partie démonstration. Encore une fois, tout ça apparaît automatiquement dans votre projet lorsque vous importez le projet modèle GMAP et toutes ces couches sont connectées directement sur votre base de données d'actifs générée à partir du dictionnaire de données. Donc, tout est relié ensemble. Alors, les modèles de données d'actifs municipaux dont on parle ici sont une base de données centralisée chez vous qui peut alimenter, ce sont ici des exemples d'utilisation ou d'application de ces données-là. Étant donné que ces données-là sont centralisées et structurées, elles peuvent alimenter, on peut très bien penser qu'elles peuvent alimenter des systèmes de GMAO, qu'elles peuvent aider à la production de plans d'intervention, qu'elles peuvent alimenter des tableaux de bord d'aide à la décision. D'ailleurs, K2 Géospatial travaille actuellement sur un projet de tableau de bord d'actifs municipaux. Donc, vous en entendrez parler au cours des prochains mois. On pourrait penser aussi que ça pourrait servir à alimenter un système ERP, etc. Ce sont que des exemples. On a vu que avec notre proposition de modèle d'actifs municipaux, on vous propose des dictionnaires de données complets, bien documentés, inspirés de normes et de recommandations de du sérieux, du MTQ, etc. On a vu que c'était aussi un modèle de données structuré qui est personnalisable et qui est conforme aux exigences gouvernementales. On a mentionné aussi que c'était des bases de données ouvertes qui peuvent s'implanter sous différents serveurs de bases de données à votre choix. Comme c'est ouvert, ça ouvre aussi la porte à l'utilisation, l'exploitation de ces données-là en consultation ou en édition à travers différents outils comme GMAP, évidemment, et AutoCAD, QGIS, ArcGIS, par exemple. Donc, vous n'êtes pas enfermé, prisonnier d'une structure propriétaire réservée à une technologie en particulier. C'est vraiment très, très ouvert. On a vu que le projet modèle GMAP prêt à l'utilisation vous permet de démarrer rapidement, de gagner beaucoup de temps, d'éviter à faire la configuration de couches, de formulaires, etc. On a parlé aussi du potentiel d'utilisation de cette base de données-là pour différents types d'applications. J'aimerais mettre en évidence aussi le fait que travailler en base de données, c'est en soi intéressant, ça a beaucoup d'avantages. On parle ici de travailler avec une seule source de données centralisée, une seule source de vérité, où tout le monde travaille à même la même donnée et on évite l'échange de fichiers ou la mise à jour de fichiers ou le transfert de données par fichier. Et évidemment aussi, c'était l'occasion, la mise en place de modèles de données d'actifs municipaux structurés, c'est l'occasion de faire, de déployer des processus de documenter, de production et de mise à jour de la donnée. Donc voilà, c'est ce que on voulait vous présenter aujourd'hui. C'était assez rapide comme présentation. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, il y a quelques questions. Si vous avez des questions, vous pouvez aller en bas, là, il y a Q et R.
Alors, la première question, on a marquage routier en électrique et éclairage. Vous faites référence à du marquage routier ou traverse piétonnière lumineuse? C'est une bonne question. Je n'ai pas la réponse. Il faudrait que je m'informe. Mais probablement, je pense qu'on pensait au marquage routier là, sur la chaussée. Mais on est ouvert aussi à améliorer le modèle pour inclure plus de types. Alors, on pourra revenir, Oui, pour on va revenir vous avec une revenir réponse là-dessus. plus précise là-dessus. Exact. Et sinon, pour la partie aqueduc, est-ce que votre outil GMAP permet de faire des calculs de charge et d'estimation de débit en fonction des dimensions des conduites, de la fermeture de certaines vannes, etc.? Un peu comme le permet le logiciel comme AquaGeo. Alors non, malheureusement, Gmap ne permet pas de faire ça. C'est pas un outil de simulation ou de modélisation, c'est un outil de diffusion, de visualisation d'informations. Euh, c'est pas impossible de développer un jour une extension pour faire ça, mais à ce jour, non, Gmap ne permet pas de faire ça. Parfait, merci. On a notre réponse, c'est marquage routier sur la chaussée. Confirmé. Parfait. Merci. Et ensuite, si nous avons réalisé un inventaire des actifs par relevé terrestre mobile, mais que nous n'avons que la position des actifs sans information descriptive, j'imagine que vos modèles de données peuvent être utilisés pour peupler l'information disponible ou pour relever l'information manquante. Absolument. Les fichiers d'inventaire comme ça, c'est une bonne source de données pour partir. Ça va faire partie de l'inventaire des données, l'analyse des données qu'on va faire et puis la, la stratégie de chargement va permettre de lire ces données-là et de peupler la base de données avec ces informations-là. Même si l'ensemble des attributs ne sont pas là, c'est pas grave. On peut après ça revenir en utilisant, par exemple, les formulaires dans GMAP-NG pour compléter l'information manquante. Tout à fait. Merci. Et comment est-ce que vous éditez l'information dans la base de données avec AutoCAD? Vous ne travaillez pas avec des fichiers DWG. Non, effectivement, dans ce cas-là, on pense à une connexion entre AutoCAD et la base de données directement. Il y a le module FDO de AutoCAD qui permet de faire ça. Donc, plutôt que de travailler en fichier, ça permet à AutoCAD de se connecter à des tables de données et de travailler directement en base de données, comme on le ferait avec GMAP ou avec QGIS, par exemple. Donc, oui, il y en a plusieurs projets dans lesquels on a travaillé avec des clients qui utilisent ce module-là, FDO, pour AutoCAD, et puis ça fonctionne très bien. Super, merci. Est-ce qu'on a d'autres questions avant de terminer? Non? Parfait. Alors, merci beaucoup. Merci Jean-Robert, merci Adelmo. Et on va vous revenir pour notre prochain mois avec notre prochain Midi GMAP. Et